Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about fate. Moi j'en sais rien en fait. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une avancée, je pense. C'est une avancée pour un. C'est l'avancée d'un bonhomme comme moi qui avance qui progresse dans le temps après tout ça, et qui progresse grâce au dessin, grâce à cet outil génial que j'ai eu la chance d'avoir et de travailler pendant 20 ans, etc. Et après, c'est vrai que quand je vois, j'ai déjà vu des trucs qui parlaient de BD, B et D, c'est absolument tellement ras du cœur. Je sais pas, BD, ça serait B et D, ça voudrait dire quoi? C'est peut-être une bombe d'amour, sauf que c'est ça en fait. C'est un truc, un bouquin sur l'amour de la vie, l'amour avec l'amour qu'on nous offre, l'amour que m'a offert la femme de ma vie, l'envie de continuer à aimer, en fait, à aimer le travail, à aimer dessiner, et puis à comment on avance en recevant autre chose que des balles, en fait. C'est un peu moi je les ai pas reçues, hein, évidemment, mais il y a cette idée de comment on peut imaginer d'avancer en imaginant qu'il y a toujours peut-être quelque chose qui pointait sur vous. Et ouais, c'est un livre d'amour, en fait, je pense, vraiment. Enfin, au début, ça devait être la galette des rois. Je m'étais mis ça. Ouais. Et après, je me suis dit, non, c'est pas vrai, parce que ça voudrait dire que je parlerais, enfin dans ma tête, hein, que je parlais que du 7. Non, j'ai pas envie de parler que du 7. Mais non, ça n'a pas de sens. Puis c'est même pas ça le sujet. Même quand j'en parle, à un moment donné, j'en parle sur deux séquences. Justement, les oiseaux, et puis quand je monte les marches, et le rouge et le bleu. Mais c'était tout, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il fallait parler d'autre chose. Et qu'est-ce que je faisais? Je faisais une catharsis. Ouais, parce que c'est aussi né d'un truc qui était intéressant, c'est que même s'il y a deux, trois planches qui ont été publiées dans Charlie, mais je ne pouvais pas faire ce travail déjà dans Charlie. Donc il y avait déjà un problème, c'est que ce truc était obligé de se faire. C'était obligé, il fallait que j'alimente quand même mes nuits blanches avec quelque chose, et que ce n'est pas possible de le faire dans Charlie. Donc c'est possible où est-ce qu'on le fait? Où est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais ailleurs que sur ma table à dessin? Parce qu'un dessin, pour un dessinateur, je crois, ça ne se fait pas que sur la table à dessin. Ça se fait aussi dans la recherche du dialogue avec le lecteur, avec tous les lecteurs, et dans la recherche du dialogue avec soi-même. C'est forcément quelque chose qui va aller ailleurs. Et c'est pour ça que moi j'étais au bout d'une trentaine de pages, je me dis mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est pour ça que je suis allé voir, j'ai appelé Alain, David, qui m'avait déjà envoyé des messages évidemment, hein, comme plein de gens après. Et je lui ai dit écoute, il faut que tu me sauves là. J'ai un problème, t'as peut-être une solution, il faut que je fasse ça vite, il faut que ce soit fait vite, et je veux du temps, je veux qu'on me foute la paix, et puis voilà, je veux que ça reste secret, d'une certaine manière. Parce qu'il y a ce truc aussi, on est tellement sous surveillance médiatique depuis tout ça, que dès qu'il y a quelqu'un de Charlie qui pète un coup, il y a toujours 15 journalistes pour le renifler, quoi. Et j'aurais jamais pu faire ce truc-là, ce bouquin sans paix, en fait. Il faut de la paix pour
reconquérir la sienne. Et surtout quand on a été plongé dans la guerre. C'est un peu pompeux, mais ça parle de la guerre, en fait. Ça parle pas de la guerre dans laquelle on a été foutus, dans laquelle on a été des alibis de communication. Ça parle de la guerre psychologique, ça parle de ça, en fait. Et que voilà, le but d'un terroriste, c'est de pratiquer la terreur. Et il gagne quand vous continuez à avoir la terreur dans votre tête. Et ce bouquin était là pour... Enfin, ce bouquin, c'est même pas un bouquin d'ailleurs, est-ce que c'est qu'est-ce que c'est même pas un bouquin, c'est des planches et des planches et des planches et des histoires. Et étonnamment, il y a un début et une fin. C'est bizarre. En fait, il y avait un truc assez bizarre. Ça a commencé Charlie tout de suite. Et effectivement, moi, je pouvais pas dessiner le lendemain, je pouvais pas dessiner. Et le lendemain, on a déjà décidé de faire le numéro. Tout est pardonné, le numéro vert et tout ça. Et donc, il y a un truc genre, bon, d'accord, je suis d'accord avec les autres. On commence, ok. Enfin, on le fait tout de suite. Puis, d'accord, très bien. C'était très bien de faire ce numéro-là. Après, je pense qu'il aurait fallu plus de temps et je voulais plus de temps. Mais ce truc, il y a une obligation de dessiner et c'était une obligation de dessiner dans Charlie. Et la question de l'envie du dessin s'est posée à côté, en fait. C'est tout d'un coup, j'ai besoin de dessiner ce que j'ai dans la tête. Mais c'est pas dans Charlie. Il y avait une nécessité qui était ailleurs, en fait. Et que tout d'un coup, il y a effectivement je sais pas, c'est difficile de dire si c'est un renouveau, mais il y a peut-être une forme de prise de conscience que le dessin c'est fait pour, peut-être parfois pour autre chose que pour raconter la politique. Que tout d'un coup c'est fait aussi pour parler de soi, mais vraiment, de parler des complexités qu'on a dans la tête, des complexités du monde, certes, bien sûr, et ça parle aussi quelque part de la complexité du monde. Mais surtout, à un moment donné, de se dire, au fait, t'es dessinateur, mais tu penses vraiment à des choses dans la tête. Qu'est-ce que tu traduis quand tu es dessinateur? Au fond, qu'est-ce que c'est que ton travail? Et tout d'un coup, il y avait ce truc-là, il y avait vraiment aussi ce dialogue-là avec mon travail, c'est-à-dire à chaque planche que je finissais, je me dis putain, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que le sujet, c'est pas... Le sujet, c'est ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur et dans le corps, en fait. Et tout d'un coup, c'est différent. C'est pas une information que tu prends de l'extérieur, c'est pas une information que tu lis dans un journal, c'est pas une réinterprétation que tu lis, une réinterprétation de l'actualité ou du monde extérieur. C'est une réappropriation de ce que l'on est. Et et le dessin, c'est fait pour ça. C'est fait pour traduire ce que l'on est, se le réapproprier aussi. Et évidemment, il y a plein de choses à faire avec le dessin, etc. Mais merci, quoi. Merci le dessin. Merci. Il y a un truc à Charlie qui est assez marrant, c'est que Charlie, personne ne se définit vraiment comme un artiste. Et c'est bien dommage, en fait, aussi. Et en plus, le monde extérieur ne nous a pas défini, nous a en plus retiré cette identité de dessinateur en disant « vous êtes des caricaturistes ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? On est caricaturiste? Non, on est dessinateur, on n'est pas à Montmartre, c'est pas le journal de Montmartre. Et il y a un truc de... à la fois, dans l'équipe, il y avait une espèce d'humilité de dire attention, on n'est pas des artistes, évidemment, en plus on dessine sur du papier dégueulasse, etc. Vraiment avec des feutres dégueulasses, etc. Et en face, on dit ah, vous êtes des caricaturistes, vous faites des caricatures de Mahomet.
des caricatures de Sarkozy. Vous avez jamais lu le journal? Vous avez jamais lu le journal? On fait des dessins, on fait des strips, on fait de la bande dessinée, on fait des reportages, on fait de l'illustration. Et nous-mêmes, on avait peur de dire qu'on faisait du dessin, en fait. On est des dessinateurs, mais on avait peur de dire qu'on faisait de l'art, en fait, aussi. Mais si tu accumules tout ce qu'il y a dans Charlie, il y a peut-être la possibilité de se dire qu'il y a de l'art aussi, un petit peu là-dedans. Mais c'est pas le lieu où on va le définir, malheureusement. Parce qu'on nous dit, non, c'est un truc de caricature, c'est un truc de machin. Ok. Bah, peut-être que c'est ailleurs. Je pense qu'il y a la possibilité dans Charlie de faire de l'art, mais une espèce de nature qui est liée à toute l'histoire et qui fait que ça restera toujours un petit truc vite fait, vite lu. Et c'est tant mieux, c'est fait pour. Ça, c'est pas un truc vite fait, vite lu. C'est un truc vite fait, d'une certaine manière, très vite fait. Très vite fait. Mais je pense, c'est peut-être très vite lu, mais je pense que ça nécessite d'être lu, relu. Et encore relu, et encore relu. Parce qu'il y a... je sais pas quelle pérennité il aura ce livre. Je sais pas déjà quel écho il aura. Mais là, c'est un truc bizarre parce que je sais que ça parle de ce que j'ai dans la tête, mais j'ai l'impression que ça parle dans la tête. Ça parle aussi de ce qu'il y a peut-être dans la tête d'autres personnes, par écho ou par miroir. Aussi parce que moi j'ai vu les choses d'assez près, mais pas encore. Il y a des gens qui ont vu de plus près que moi. Et il y a des gens qui ont vu de plus loin que moi aussi. Il y a des gens qui ont vu à la télé, il y a des gens qui ont vu sur BFM. Mais on est tous dans le même bateau, en fait. Le fait que les gens qui ont cette innocence du dessin, et qui sont vraiment des dessinateurs, et l'innocence du dessin de Cabu, de Charles, d'Honoré, de Wolinski, de Tinius, mais c'est ça qui a été traumatisant. Quand on parle de la meilleure manière de parler de ce traumatisme, c'est par du dessin, en fait. C'est de se réapproprier ce qui fait notre nature. Alors, de l'art, ouais, peut-être, mais ça veut dire aussi que tout d'un coup, ça sera vraiment de l'art si à un moment donné, on le dissocie, je crois, de ce qui nous est arrivé à tous. Peut-être, il y a peut-être une ou deux planches qui peuvent être lues sans aucun rapport avec ce qui s'est passé. Peut-être celle de Frank Lloyd Wright. Bah, la structure même de la pensée. C'est-à-dire, vu que chaque planche était là, surgissait à un moment donné où j'arrivais plus à me comprendre, et que on est complètement fractionné dans la tête. Et donc, je pense que ça correspond à cette fraction-là, à cette fragmentation. Aussi parce que je me suis dit, il faut que chaque planche soit publiée dans la chronologie du moment où je les ai faites. C'est pas le... Effectivement, la première, ça commence plutôt au début. Et la dernière, plutôt à la fin. Parce que tout ça, mais tout est 1, 2, 3, chaque jour, jour après jour, semaine après semaine. Les planches avancent comme ça. Et elles se construisent parce que c'est un bouquin qui s'est construit comme moi je me suis reconstruit avec le dessin. Et à la fin, ça fait un tout qui peut donner qui peut avoir un côté un peu bordélique parce qu'effectivement, tu as des styles différents, tu as des sujets différents, tu as des flashs différents. Et à la fin, ça fait un bouquin, comme à la fin, ça fait un être humain. L'intime est la meilleure arme contre un symbolique aussi. Et c'est ce qui nous a, engloutis aussi d'une certaine manière. Dès le début, en fait. Dès le début, c'est pas uniquement la symbolique
la symbolique de l'après du je suis charnier, c'est déjà le début. C'est de dire que ce journal est un symbole à abattre. Et un symbole à abattre, pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que c'est de la communication, tout ça. C'est de la com, c'est la com je sais même plus si c'est Daesh ou Al-Qaïda d'ailleurs maintenant, je sais plus qui sont nos assassins. Mais on a été plongé dans une symbolique qui n'était pas la nôtre, Donc à un moment donné, quand il y a cette symbolique la symbolique des tueurs, la symbolique des gens qui nous aiment, qu'il faut qu'on porte aussi, qu'on n'a pas envie de porter, qu'on n'a pas forcément envie de porter, mais qu'on est obligé de porter d'une certaine manière, donc on est bancal comme ça. Bah, la meilleure arme, c'est de dire, mais au fait, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des martyrs, on est à poil. Il faut accepter de montrer qu'on est à poil aussi, à un moment donné. Et il y a effectivement des scènes très, très, très impudiques. Moi, j'étais quand même assez impudique déjà dans mes bouquins sur la musique, par exemple, où je racontais comment je me foutais torse-poil ou à poil, je prenais de la drogue, machin, dans les festivals, etc. Parce qu'à un moment donné, il faut parler de la réalité, de ce qu'on vit. Et là, la réalité, c'est à un moment donné, d'être à poil, de prendre des numéros de Charlie, de les foutre au four, et de devenir fou, et d'être sauvé. Il faut le dire. C'est vraiment pas facile, en fait. C'est terrible parce que là, je suis en train de le voir, et c'est beaucoup plus dur que de le faire, en fait. C'est assez bizarre. Ouais, il y a des choses qui ont été jetées. Il y a une histoire sur un mulot, en fait. Un mulot qui découvre la vie et qui sort de la nature et puis qui découvre la ville et qui va dans la ville, etc. Puis qui après se retrouve happé par la ville et bloqué derrière un frigidaire. Alors, finalement, je l'ai retransformé pour le mettre dans un conte, dans mon conte lycanthrope. Et ça parlait ça voulait parler de mon parcours. Et il y a aussi un truc que j'ai pas osé dessiner, et parce que c'était déjà là en filigrane déjà. Et puis aussi j'avais plus envie de dessiner enfin c'était un peu too much. C'était d'imaginer si j'avais été dans la salle de réaction ou plus tard, on sait jamais, un type qui dit il faut que tu te convertisses à la religion. Et avec le flingue devant moi. Et je me dis, d'accord, ok. Et du coup, je voulais faire une BD sur l'idée, ok, mais alors à ce moment-là, je me réincarne en chien. Et j'imaginais comment c'était possible, la tête interdite du type qui veut tuer, qui dit ah merde, s'il se réincarne dans cette religion-là et qu'il va se réincarner en chien, qu'est-ce qu'il va faire en chien? Je trouvais ça assez marrant. Mais à part ça, il n'y a pas eu trop de chutes. Je pense qu'il y a eu des moments où en fait la main a dérivé, vraiment beaucoup trop. Le truc sur Marilyn Monroe, j'ai été beaucoup plus loin que ça en fait. Mais ça devenait illisible. C'était de l'art contemporain. Mais c'était des taches de couleur, du bleu, du rouge. Il n'y avait plus de sens. Et pour arriver, à un moment donné, il y a eu des moments où il fallait que je boive, que je m'enivre pour me désinhiber. Un peu, parfois. Mais pas sur toutes les planches aussi. Mais c'est bizarre aussi, à un moment donné, c'est genre, il faut que je m'y attelle, il faut que je fasse. C'est pas toujours l'idée qui surgit en premier. Des fois, il faut que je parle de ça.
Donc là, de ce point de vue-là, il y a presque un côté, c'est pas très loin de Charlie. On se dit putain, il y a une grosse actualité. Il faut que je parle de ce truc-là. Là, ce truc, j'ai une grosse actualité dans ma tête. Il faut que je raconte, ce que j'ai pas vu. Et c'est là où c'est peut-être intéressant, c'est que je suis au même niveau que les millions de gens. J'ai pas vu. À un moment donné, j'ai vu les frères Kouachi, mais j'ai pas vu. Heureusement que j'ai pas vu. Je suis protégé. Je suis protégé de ça. J'ai pu. Voilà, je suis là. J'ai pas vu. C'est pas. C'est ça. C'est l'histoire d'un mec, d'un bonhomme qui a pas vu, en fait. Et qui reste dans cette culpabilité de ne pas avoir été là, et qui reste dans cette culpabilité de ne pas savoir quoi faire de tout ça, d'essayer de comprendre l'incompréhensible. Et on est des millions comme ça, en fait, à des degrés divers. Sur 100, je dis ça à quelqu'un, je sais plus qui. Sur l'échelle de 1 à 100, moi je suis à 95, à peu près. Il y a des gens qui sont à 99. Ceux qui sont à 100 sont plus là. Et puis en bas, il y a des gens qui sont à 1, à 5, etc. Il y a même des gens qui sont à moins 2, moins 5. Mais ils l'ont vécu cet événement aussi, ceux qui ne sont pas Charlie. Ils l'ont vécu aussi. Peut-être que ça parlera aussi à ceux qui ne sont pas Charlie, ça. Je ne sais rien. Parce que ça ne parle pas de ça. Parce que ça ne parle pas que de ça. Ça parle de la guerre. Comme lui là. Comme Sako, en fait. Comme Sako, qui lui il parle, il y va à la guerre. Enfin, la guerre, elle est venue. Et j'ai compris ça après. Je me dis, c'est marrant, c'est voir Alain David qui a publié les premiers fanzines de Sako. Tiens, c'est marrant, j'avais pas vu le parallèle, mais on est sur le même sujet. Disons que la situation, je pense qu'elle est toujours là, en fait, un petit peu. Mais elle est masquée par d'autres priorités personnelles. Mais je pense que de temps en temps, je pense que chacun et toute personne qui passe devant sa bibliothèque, qui a un bouquin de Charles, par exemple, se dit « Ah ouais, merde. Et là, la sidération réapparaît. Mais on est aussi dans un autre... on est passé évidemment à autre chose. Il faut passer à autre chose. Aussi. Il faut passer à autre chose. Il faut... tout en conservant comment dire, je pense qu'il faut... C'est pas forcément cultiver la mémoire, mais cultiver il faut continuer à être un peu sidéré, en fait, dans cette histoire. C'est ce qui nous permettra peut-être un jour de comprendre. Parce que si on passe le 7 et puis les jours d'après, à la moulinette de l'actualité, ben voilà, on passe. Voilà, il y a pire, il y aura pire, il y a déjà pire, en fait. Il y a déjà pire. Au niveau émotionnel, au niveau... Et puis des fois, il y a pire intimement. Il peut y avoir quelqu'un qui était très... Je suis Charlie, puis on n'a plus rien à foutre parce que je sais pas, quelqu'un de sa famille est mort. Ou parce qu'il a un cancer, etc. On passe forcément à autre chose à un minimum. Mais les dessins des copains sont là aussi pour dire « Ah merde !» Pour se sidérer encore un petit peu, en fait. Enfin, les dessins des copains, mais aussi les articles, les bouquins de Oncle B ou de Elsa Kayat. C'est une scène complexe, en fait. C'est une scène très complexe. C'est où je raconte à Sharp son enterrement. J'aime beaucoup ce truc où, ouais, effectivement, où je raconte, je suis au bord de la tombe de Sharp, et puis je lui parle. Alors, voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça, c'était super. Écoute, vraiment super funérailles, etc. Et puis on déconne. Et à un moment donné, ça rigole, et puis c'est ma tête qui sort. Bah, je crois que c'était des Sharp. Bah non, c'est toi, tu dialogues à toi-même. Et c'était important de... Il y avait un truc... Ça me trottait dans la tête de pouvoir
raconter, de pouvoir parler des copains, mais je voyais pas comment en parler sans les dessiner en fait. Parce que je trouvais ça important de pas les représenter et de pas de pas finalement être dans le. Ça aurait été sensationnel en fait de les dessiner. Et peut-être un peu, vu que c'est un bouquin sur ce que l'on a dans la tête, peut-être un truc un peu dur et peut-être faux de les réincarner en fait. Qu'ils se réincarnent avec leur travail. Pas besoin de se réincarner sous ma plume. Alors il y a eu ce dialogue-là, ouais, avec l'acceptation que que c'est un dialogue avec moi-même. Il y a un truc qui est très différent dès le début, en fait, avec ce bouquin. C'est que j'ai dessiné sans filet, pas de crayonné. Genre, je pense que c'est ça aussi qui a été intéressant, c'est qu'il fallait que je reconcentre mon cerveau pour dessiner tout de suite ce qu'il y avait. Pas de faire un crayonné et après, donc de ressasser, de retourner sans cesse le crayon de bois sur la feuille. Et je dessinais à la plume. Et ça, la plume, c'est le truc de Cabu. Et moi, je dessine au pinceau, d'habitude. Et j'ai eu besoin de ça. Et déjà, c'est déjà la première convocation, en fait. Cabu était convoqué par la plume. Voilà. Il fallait que ce soit fait sur du beau papier, pour une fois. Il fallait que ce soit fait avec de l'encre, avec peut-être un truc qui est intéressant, c'est trouver un rythme. Trouver un bruit. Le bruit de la plume sur le papier, à la différence du pinceau, qui est très bien, moi j'adore ça au départ, mais c'est un truc d'apnée. T'es en apnée en fait, tu n'entends pas et puis tu imagines que le truc est là, puis t'entends rien, puis t'es en apnée quand tu dessines. Là j'avais besoin d'air en fait, et la plume m'offrait ça, la plume de Cabu m'offrait ça en fait. Elle offrait du bruit, de la musique. C'était peut-être un petit peu de Charles Trenet qui était dans la plume de Cabu et dans la mienne que je convoquais. Et donc évidemment, je trouve ça chouette d'imaginer qu'il y a aussi du Wolinski dans ce travail, qui a cette légèreté que Georges avait dans le dessin. Parce que ça se veut léger, c'est pas un truc horrible, parce que j'en parle avec des trémolos dans la voix, et puis, etc. Mais c'est aussi un bouquin marrant, en fait. Parce que c'est drôle, parce que c'est cocasse, en fait. C'est cocasse de devenir fou. C'est cocasse d'être dans un dialogue personnel quand on croit se comprendre et qu'on se comprend pas. Donc il fallait de la légèreté, et puis en même temps, tu vois, je te dis, c'est pas rien n'est calculé dans ce machin, rien n'est calculé, genre, qu'est-ce que je fais pour reconstruire ce que j'ai en tête pour le mettre sur ce papier. C'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est un bouquin, parce qu'un bouquin c'est un tout. Là c'est une avancée, vraiment, vraiment, vraiment. Je vois pas d'autres mots, Et effectivement, là, quand je suis arrivé sur le dernier truc, je me suis dit, ah merde. Il n'y avait plus que, il fallait cette planche-là, elle rassemble le tout, et c'est vrai, c'est un vrai espoir, etc. Un vrai espoir sur autre chose, du renouveau, du dessin, autre chose. Il y a peut-être une forme de. Il y a peut-être une forme de renaissance, mais avant toute chose, c'est vraiment. Tout ce que les 25 ans de dessin, elles sont là en fait, au fond. C'est un peu tout bête, parce que j'avais fait des trucs un peu différents ou artistiques. J'ai fait une exposition au musée de l'érotisme avec Sarah Constantin que je dessinais à poil pendant un an, sur des bibles, machin, tout ça. Il y a de ça aussi là-dedans, des travaux. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, un bouquin pour enfants qui n'a jamais marché. Ça s'appelle Quand deux chiens se reniflent les fesses.
des chiens qui se reniflent le cul, tout ça. C'est là-dedans aussi. Il y a plein de choses qui sont là-dedans. Parce que c'est une reconstruction d'identité, et puis l'identité de dessinateur, il y a plein de gens qui en connaissent une parcelle, une petite parcelle, et puis il y a d'autres trucs. C'est moi, enfin c'est Luz, parce que ça parle impudiquement de moi, et que ça utilise tout le moi possible, en fait, je pense. Toutes les possibilités du Luz, sans interdit. Et que s'il y a bien un moment donné où il faut sortir de l'horreur, c'est avec la liberté. Et la liberté de dessiner, la liberté de s'ouvrir. Effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cases, peut-être une ou deux, ou peut-être très peu, je n'ai pas l'impression, je ne sais même plus. Ouais, c'est ça la meilleure victoire, en fait, sur le drame. C'est la liberté, c'est la reconquête. C'est la reconquête. C'est pas de gagner ou des batailles, etc. Non, c'est la reconquête de soi. Puis de dire, je suis toujours dessinateur. Je suis toujours dessinateur. Moi, je suis toujours là. Ok. Et je peux parler un peu des autres, et je peux parler un peu de moi, et puis je peux parler un peu de vous. Voilà, c'est cette reconquête-là. Et quand j'ai vu le mec qui était en train de lire Idées Noires et qui se bidonnait comme un salaud, je trouvais ça mais tellement beau. Et j'ai relu quelques planches d'Idées Noires à ce moment-là, et je me suis dit, mais putain, c'est chouette ce qu'on peut faire avec... ça peut être drôle la dépression. Ça peut être drôle la dépression. Et ça n'empêchera pas que Franquin sera toujours plus connu pour Gaston que pour Idées Noires. Et que voilà, moi je serais plus connu pour autre chose que pour Catharsis, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça a été mon livre de chevet, je crois que je l'ai encore dans mon sac là. Enfin, c'est un livre de chevet, pour la première fois, je l'ai téléchargé sur un portable. Parce que c'est trop chiant d'aller dans une librairie avec des flics. Alors du coup, et puis surtout la nuit, à un moment donné, dans un moment où j'avais plus envie de dessiner, j'étais démuni et j'ai téléchargé Shining sur mon portable. Je sais pas pourquoi. Mais ça m'a rassuré, en fait. Ça m'a rassuré contre mes angoisses. Tout d'un coup, mes angoisses se tapissaient. Et c'était super, j'ai jamais lu aussi lentement. Et je continue à le relire, en fait. Je vais dire un peu fou, mais... je continue à le relire en anglais, là, cette fois. Et c'était très doux, très apaisant de lire une horreur inventée. De masquer cette erreur par le talent horrifique de Stephen King. C'est surtout quand il fait parler les voix intérieures de ses personnages, et que tout ça c'est un truc qui est un dialogue entre moi et mes voix intérieures, et que je me suis retrouvé jusqu'au bout dans ce bouquin. Pour moi, c'est Catharsis, c'est Shining. C'est bizarre de dire ça, hein. C'est bizarre. C'est l'histoire quand même d'un enfant qui voit sans comprendre. Et ben, c'est exactement la même chose.